pour commencer, merci aux sponsors, hein, comme ayant été moi-même organisatrice d'une conférence Agile Tour Rennes, et en plus je m'occupais des sponsors, donc je sais bien l'importance que ça a pour organiser ce genre d'événement. Donc merci à eux. Je suis désolée, je vais devoir faire des allers-retours. Donc je m'appelle Céline Zierkowski, je suis devenue coach agile depuis quelques temps, en étant passée par plein d'étapes, hein, ça fait quand même un petit paquet d'années que je travaille. J'ai pas du tout commencé dans l'agilité, moi, parce que quand j'ai commencé à travailler, ça n'existait pas. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert. Et je travaille dans une société qui s'appelle Cocam, qui est basée à Rennes. Et nous sommes 4 consultants. Je suis la seule salariée. J'ai 3 patrons. J'adore. J'ai 3 papas avec moi, c'est génial. Alors, moi, quand j'ai découvert l'agilité, c'était un grand feu d'artifice, en fait. Hein. C'était assez génial. J'ai trouvé que c'était un sujet extrêmement passionnant. Je l'ai découvert à l'occasion d'un changement d'entreprise, en fait. Je suis arrivée dans cette entreprise, donc une société rennaise. On était une trentaine de personnes dans l'équipe technique. Et je suis arrivée en tant que chef de produit, mais très vite, parce que je crois que ça a été dans les 2-3 premiers mois où je suis arrivée, toute l'équipe technique a été formée à l'agilité par un certain Aurélien Morvan, qui est un de mes 3 chefs, pour le coup, aujourd'hui. Et j'ai vraiment découvert un truc que j'ai trouvé non seulement passionnant, mais en fait j'ai eu vraiment cette sensation de m'y retrouver, de découvrir des choses qui étaient vraiment la manière dont j'avais envie de travailler, en fait. Il y avait une philosophie quelque part qui m'intéressait énormément. Du coup, j'ai côtoyé beaucoup d'événements, des meet-up, des Agile Tours. J'ai beaucoup lu aussi sur toutes ces choses-là et je trouvais ça assez génial. Puis en parallèle, j'avais également mon travail qui s'est transformé de chef de produit à product owner. Avec des trucs assez rigolos qui se sont passés. C'est qu'au bout de ma semaine de formation, je suis passée du bureau des chefs de produit à l'open space directement avec mon équipe. Je trouvais ça plus fun. J'étais la seule à l'avoir fait dans les chefs de produit. Et j'ai appris des choses assez sympas. Et en tout cas, on a bien fonctionné dans cette équipe-là. On a mis un certain temps quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais la théorie que je prenais de l'agilité. Et puis, j'avais ma vraie vie. Et ma vraie vie professionnelle, et des fois j'avais un peu l'impression quand même que l'agilité c'était un mirage qui s'éloignait en fait, parce que y avait effectivement ce côté théorique, mais en pratique on rencontrait quand même un paquet de difficultés. Alors, j'étais timide au début quand je suis arrivée dans les confs, plus ça allait, moins je l'étais. J'ai commencé à vouloir poser des questions qui a priori dérangeaient, c'était un peu embarrassante. C'est pas que je remettais en cause l'agilité, mais en tout cas j'essayais de comprendre pourquoi chez nous ça fonctionnait pas. Parce que quand j'allais dans les confs, j'avais cette impression de trucs merveilleux qui étaient génial. Et moi j'étais extrêmement frustrée parce qu'il y avait plein de choses qu'on n'arrivait pas à faire. J'ai continué quand même à poser mes questions. Et puis à un moment donné, il y a une tendance qui est arrivée dans les milieux collectifs que je côtoyais. C'est cette charmante petite phrase. À chaque fois que je posais une question, on me disait c'est pas très bienveillant tout ça, quoi. Bon alors, j'ai un certain caractère, hein, j'avais pas très envie de discuter avec ces gens-là. Je préférais éviter de discuter parce que sinon je me serais énervée. Et du coup, j'avais des sorties un peu faciles, hein, du genre pas entre midi et 2, pas après 17h. C'était sur les meet-up, hein, pas après 17h, je suis pas au bureau. Mais bon, ça faisait pas vraiment avancer la problématique. N'empêche que ça m'a énormément frustrée parce que j'ai arrêté de côtoyer tous ces événements-là en fait, parce que j'y trouvais plus de réponse. Et puis si la seule réponse qu'on trouvait à me faire c'était celle-ci, je voyais pas bien comment j'allais avancer en fait. Jusqu'à il y a quelques mois, il y a presque un an maintenant, il y a l'appel à l'appel à orateur d'Agile Grenoble qui sort. Puis là je sais pas pourquoi, j'ai soudain très envie de reparler de ce sujet, de sortir les gants. Une grosse envie d'aller rallier tous les mal-aimés de la bienveillance autour de moi. Bon, j'ai plutôt sorti mon plus beau titre de conférence, hein, j'ai essayé de faire un peu plus soft quand même. Et ce titre, c'est celui d'aujourd'hui, Cessez d'être gentil, soyez agile. Alors vous constaterez le point d'exclamation légèrement agacé, qui effectivement montrait un petit peu l'envie que j'avais d'aller en découdre sur ce sujet-là. Sauf que, en préparant la conférence, en fait, mon plan initial a un peu foiré. C'est sans doute aussi bien pour la conférence. Et c'est toute cette histoire aussi que j'ai envie de vous raconter. Alors, avant de commencer,
J'ai deux petites questions à vous poser. Ça va être simple. On va faire ça à main levée. Je vais retenter la zapette quand même. Qui a été, de près ou de loin, en contact avec la bienveillance au cours des 6 derniers mois? Alors ça peut être à travers une conférence, pas celle-ci, si vous plaît bien, à travers effectivement un livre que vous avez vu, etc. Ou même un documentaire. Levez la main. Ok. Et parmi ceux-là, ça remarche, c'est quand t'es là. C'est un truc de fou. Je sais pas comment elle fait ça. Je sais pas comment elle fait ça. Ah, c'est moi qui appuie pas sur le bon bouton, c'est pour ça. Attends, je suis repartie dans le mauvais sens. Voilà, je vais y arriver. Qui, au cours de ces personnes, a pris 10 minutes pour réfléchir vraiment au sujet de la bienveillance? Ah, j'en ai quelques-uns quand même. Bon, j'espère. On pourra comparer nos conclusions, c'est ça qui va être sympa. Alors, moi j'avais envie de vous amener avec moi effectivement sur mes pérégrinations, toute la réflexion que j'ai eue pour en arriver à cette conférence. En cours de route, j'ai déposé mes gants de boxe. Au final, je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand chose. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est les résultats en fait. Comment j'en suis arrivée finalement à avoir ma propre définition de la bienveillance. Quels impacts je vois sur l'agilité. Comment on peut essayer. Parce qu'on voit bien que les deux sont un peu liés de temps à autre. Plus ou moins bien fait, mais en tout cas c'est lié. Et puis également, comment on fait au final pour avancer sur ce sujet quand on est avec une équipe en fait. Alors, le lien entre agilité et bienveillance, le premier lien que j'ai fait, il n'est pas extrêmement positif. Je vais y arriver. Pour moi, il fait partie aujourd'hui du bingo des mots-clés des entreprises. Alors ça va plus largement que les entreprises. J'aime bien que vous souriliez avec moi. Enfin, ça c'est pas très drôle en fait, fondamentalement. Effectivement, il y a des mots qui sont tout le temps utilisés. Moi, j'avais une boîte dans laquelle je bossais et on était soi-disant innovants. Quand j'ai posé la question, je me suis fait engueuler, mais réellement, je me suis vraiment fait engueuler par le directeur technique. Le baby-foot, on sait bien. J'ai un collègue à Rennes qui fait une conf sur la QVT de baby-foot, par exemple. Bon, bref. Il y a un vrai lien entre agilité et bienveillance dans le sens où ce sont des sujets, à mon sens, quand vous commencez à creuser avec les gens qui en parlent, des fois, vous n'avez pas vraiment de réponse, ça sonne un peu creux, c'est pas très très bien défini. Il y a ça aussi, les fameuses valeurs d'entreprise. On entend souvent dire, plus c'est écrit en gros sur les murs, moins c'est bien appliqué. Mais ça va effectivement ensemble, toutes ces choses-là. Je ne citerai pas d'entreprise, sur les valeurs, je sais plus qui m'avait appris ça, mais j'ai effectivement embêté des RH pendant des entretiens où quand on me parlait des valeurs d'entreprise, je souriais. Et quand les RH avaient fini de me parler de leurs valeurs, je leur disais et concrètement, vous les appliquez comment en fait? Bon, l'entretien se retournait, c'était pas terrible pour eux. J'y allais pas surtout. Parce qu'effectivement, moi, c'est quelque chose qui est assez fort dans ma vie professionnelle. Alors, la deuxième manière de mesurer un petit peu la popularité des mots chez moi, c'est d'aller voir Google Actu. Il y a un peu de tout. Alors, il y a aussi, effectivement, c'est devenu un sujet quand même très très à la mode. On a régulièrement des articles à ce sujet. Bon, on en arrive bien sûr, comme dans tout sujet à la mode, avec les journalistes qui essayent de faire du clic. Donc, on parle de la tyrannie de la bienveillance, alors que ça paraît, c'est des bons titres pour qu'on aille cliquer dessus. J'en ai lu un certain nombre. Je vais vous partager une citation. J'en ai rajouté 2. J'ai regardé hier soir pour mettre à jour un peu ma copie d'écran et il y en a 2 qui m'ont quand même bien fait marrer. Le premier, c'est le lien entre la cuisine et la bienveillance. Là, ça commence à aller loin. Et on a vraiment de la chance car Miss Beaujolais 2023 parle de bienveillance aussi. Donc, on est bien. Ouais, je sais. Elle m'a beaucoup beaucoup fait rire celle-ci. Je l'ai partagée avec mes collègues, ça nous a fait notre soirée. Il y a une citation que j'ai trouvée que j'aime beaucoup dans un des articles. Il y a un monsieur Philippe Collas, dans un article de 2016, qui dit « L'usage immodéré des mots à la mode finit par les vider de sens s'ils résonnent au lieu de nous aider à raisonner. » Il résonne un peu creux souvent d'ailleurs. Alors, ça encore une fois, cette définition, quand je l'ai lue, je me suis aussi dit « Tiens, ça me fait penser à autre chose. » Ça me fait un peu penser à l'agilité en fait.
C'est pareil, dans certains endroits, quand vous demandez une définition de l'agilité, alors c'est pas que c'est simple, hein, et on peut en avoir plein à mon sens, mais on se rend bien compte qu'il y a pas mal de gens qui sont pas capables de la définir. Moi j'ai une image que j'utilise pas quand je suis chez un client, mais qui me fait toujours bien marrer, j'ai vraiment envie de taper les gens, quoi. Ça c'est ma licorne intérieure qui s'énerve un petit peu sur l'agilité. En extérieur je continue de sourire, mais intérieurement ça donne plutôt ça. Et ben en fait, je me suis rendu compte que sur la bienveillance, c'était un petit peu pareil, quoi. Tout le monde en parle, mais c'est très très flou comme concept. Et du coup, j'ai envie de vous mettre à contribution. Vous avez un petit post-it. Je vais vous demander, alors me faites pas un roman, hein, c'est un post-it. Essayez, parce que comme j'ai déjà joué cette conférence plusieurs fois, il y a des définitions que je n'étais pas capable de lire. Écrivez en majuscule, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me définir, là, comme ça, c'est pas simple, la bienveillance pour vous? Ouais, hein. J'en vois qui font moins les malins, là. Alors, la dernière fois que j'ai donné cette conférence, c'était le 2 février dernier. J'avais un invité exceptionnel, c'était mon fils. Parce que c'était son anniversaire, je lui ai fait louper l'école pour venir à une conférence agile. Et même mon fils m'a donné une définition, alors vous devriez tous pouvoir y arriver. Il a 14 ans. Un ado en plus qu'on fait bosser. Alors dès que vous en avez quelques-unes, vous me les faites remonter par là. Il y a Sophie et Michel qui vont m'aider à récolter les définitions. L'agence Zenica de New York se creuse les méninges. Merci. Ouais, t'inquiète. Je suis habituée à ce que j'ai des variations. Alors, d'autres définitions? J'en ai une là. Merci. J'en suis. Je pense que je vais atteindre la centaine de définitions bientôt. Comme je demande ça à chacune des confs, c'est trop bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? Hop, on va pousser la casquette. S'ouvrir aux autres sans avoir peur d'être jugé. Écoute. Oh là là, là j'ai. Si vous avez fait la conférence de Yads avant, je pense que j'ai un bleu. Mais si vous ne l'avez pas faite, vous n'allez pas comprendre. Écoute, enlever la gêne, CNV, pas de jugement. Je crois que c'est écrit valoriser. Se changer soi-même et accepter les autres tels qu'ils sont. Réussir à transmettre ses idées sans heurter l'autre. Qui aime bien, châtie bien. Dur avec les problèmes, doux avec les personnes. On dirait un slogan de pub, ça. J'adore. C'était quoi la pub? C'était dur avec les tâches et doux avec le linge. Ah, merci. J'aime beaucoup. Être attentionné à l'écoute des autres. Respect de la position de la vie de l'autre. C'est l'intention d'aider l'autre. L'empathie. Posture ouverte sans a priori. À l'écoute de l'autre, de ce qu'il est ou ressent. Faire preuve de respect envers les autres. Ah, un mot poubelle où l'on met des adjectifs vidés de leur sens. Alors, ça me fait penser, c'est un peu comme le Scrum, quoi. Il y a le bon Scrum et il y a le mauvais Scrum, quoi. Et la bienveillance, c'est un peu ça. Bon, la bonne bienveillance et la mauvaise bienveillance. Merci pour toutes vos définitions. Alors, le premier constat qu'on fait, hein, effectivement, c'est en une minute comme ça, vous demandez une définition sur un sujet tel que celui-ci, c'est pas simple, mais on voit la diversité en fait. On voit bien qu'il y a des visions différentes, des spectres différents sur ce truc-là. Et moi, je m'en suis rendu compte que quand j'ai voulu, j'ai balancé ma conf à Agile Grenoble, et quand je me suis posée sur le sujet, j'ai fait, ok, mais qu'est-ce que je vais dire là-dedans en fait? Et en fait, c'est quoi la bienveillance, quoi? Donc je suis repartie d'un truc assez basique. Une définition du Larousse. Donc dans le Larousse, on nous dit que ça vient du latin benevolentia, qui est un mot, ça a apparu apparemment au XIIe siècle, hein,
Et on nous dit que c'est la disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers autrui. Alors, il faut savoir qu'en fait, quand j'ai fouiné un petit peu sur l'historique de ce mot, la définition, elle a évolué dans le temps, en fonction des époques, hein, forcément. Donc à un moment donné, c'était la bienveillance des riches vis-à-vis des pauvres. On a eu la bienveillance des hommes vis-à-vis des femmes. Oui, oui. Et puis, il y a eu un lien qui a été fait avec le management à un moment donné aussi, où on nous parlait de la bienveillance d'un manager vis-à-vis de ses subordonnés. Ça évolue dans le temps, en fonction des contextes. Je suis allée chercher une deuxième définition, parce que j'aime bien ne pas m'arrêter à une seule vision. Alors, la prof de français de 4e de mon fils lui dit que Wikipédia n'est pas une source sûre. J'ai quand même décidé d'aller sur Wikipédia et j'ai trouvé cette définition. La bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. En fait, moi je la comprends pas. Donc je donnerais plutôt raison à la prof de français de mon fils. Par contre, quand j'ai lu ça, j'ai fait waouh! En fait, qui je suis déjà pour essayer d'aller m'immiscer dans le bien et le bonheur d'autrui? Moi, ça me fait un peu flipper. Je me suis tout de suite dit, je suis pas bienveillante, hein, en fait. Hein. Et puis, il y a une image qui est apparue dans ma tête. Alors, les moins de 20 ans ne comprendront peut-être pas. C'est celle-ci. Bah ouais, forcément, on peut pas manquer les bisounours quand on parle de bienveillance, quoi. Je veux dire, hein, c'est évident. Alors, ce qui m'embête aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a une espèce d'injonction en fait à la bienveillance. Il faut être bienveillant. C'est un truc de dingue, c'est que si jamais vous dites un mot plus haut que l'autre, si vous émettez un avis contraire, en fait, ça va plus quoi. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec votre interlocuteur en face, on va vous targuer de ne pas être bienveillant. Moi, je suis un peu, j'aime bien chercher des noises, donc forcément, je sais une phrase que j'ai entendue assez fréquemment. Bon, ça, c'est pas grave, je l'assume pleinement. Mais effectivement, on a vraiment, on est dans un monde aujourd'hui où on a cette injonction qui apparaît assez fréquemment. Alors, pour vous montrer que c'est pas si simple que ça, cette situation sur la bienveillance, je vous ai mis un petit quiz, si on veut. Vous êtes à un feu, vous avez une personne malvoyante qui est à côté de vous, où on distingue vraiment cette personne malvoyante du fait qu'elle a sa canne blanche. Qu'est-ce que vous faites ? Pardon? Ouais. On l'accompagne. Alors, j'avais la demoiselle que j'entends pas bien, je vais la laisser parler. Mademoiselle nous dit... Moi, personnellement, j'avais rien fait parce que les personnes malvoyantes ou qui ont un handicap, parfois, elles aiment pas juste être aidées. Donc on a différentes postures, hein. Globalement on les a à peu près toutes, hein. Soit effectivement je vais rien faire, soit je vais accompagner. J'ai une autre proposition ici qui était je demande. Je reste attentif. Ouais. Alors, pendant que je préparais ma conférence, totalement par hasard, je suis tombée sur le tweet de cette personne malvoyante qui nous dit « J'ai vraiment de plus en plus de mal à garder mon calme avec les gens qui me touchent sans même m'avoir parlé lorsque je circule avec ma canne blanche. » Ce que vous disiez, mademoiselle, quelque part. Et effectivement, c'est toute la complexité, c'est que l'enfer peut aussi être pavé de bonnes intentions, c'est qu'on a quelque part envie d'aller aider cette personne, mais est-ce que cette personne a demandé? Est-ce qu'elle a besoin d'aide? De quel droit finalement on rentre dans son intimité quelque part? Donc on a tous des moments où on peut réagir plus ou moins spontanément aussi, hein. Des fois c'est pas par... justement, on pense être bienveillant, mais on va faire une erreur. Et ça m'a vachement... il m'a énormément percuté ce tweet, parce que effectivement on a ce côté bienveillant, toujours aller aider, etc. Mais là on se rend compte que si la personne n'a pas demandé, c'est pas forcément une bonne idée. Alors, j'ai continué à chercher l'étymologie, et en fait il y a une autre école sur ce mot-là qui nous dit que la bienveillance vient du latin bona vigilantia, et en fait qui a donné la bonne vigilance ou le fait de bien veiller. Donc on a tous les mots autour de vigilance, veille, veiller, etc. qui sont rattachés à ça. Et là, ça a un peu commencé, ça cogitait beaucoup trop chez moi. Hein. Ça partait dans tous les sens, parce qu'effectivement, entre la définition de base que j'en avais, ou un truc que j'imaginais, là, voir les versions officielles, la vision des autres autour de moi, parce que j'ai aussi questionné des gens, et puis la vraie vie, en fait, on a des gaps énormes, en fait. Et tous ces gaps-là, c'est ça qui crée aussi de l'incompréhension derrière.
Et j'ai un de mes patrons, Aurélien, en l'occurrence, toujours le même, il a une phrase que j'aime bien et que je lui pique régulièrement maintenant, c'est faisons en sorte de rendre les choses explicites en fait. En fait, cette notion de bienveillance, ok, on peut en parler, mais si on ne comprend pas en fait de quoi on parle, et en tout cas on n'a pas tous la même définition, forcément on va commettre, il va y avoir des impacts en fait sur notre manière de fonctionner au sein d'une équipe. Résultat des courses, je me suis dit, ok, histoire de foutre un peu plus le bordel, je vais aller écrire ma propre définition. Bon, en l'occurrence, c'est vraiment se dire, en fait, qu'est-ce que j'entends par là, moi. Je me suis rendu compte que en essayant d'écrire cette définition, je me suis rendu compte que j'avais d'abord des conditions à poser à ma propre bienveillance. La première condition, c'est de me dire, bah ouais, mais en fait, il y a des contextes. Et je vais pas être bienveillante de la même manière, suivant le contexte. Clairement, je serai pas bienveillante de la même manière si vous me côtoyez à titre perso et si vous me côtoyez à titre pro. Je vais pas du tout me comporter de la même manière, en fait. Je vais avoir ce contexte-là, effectivement. Il y a aussi le contexte, et on l'a vu dans la définition de la bienveillance, elle a évolué dans le temps, et en fait, moi-même, je fais évoluer ma définition de la bienveillance dans le temps. Je n'aurais pas du tout le même comportement quand j'avais 20 ans qu'aujourd'hui. Je ne donnerai pas mon âge. Et j'ai trouvé un petit parallèle qui m'a fait sourire, en fait. C'est un peu comme l'humour. Alors moi, je suis une enfant née un peu avant les années 80. Mince, j'ai donné un indice. Bref, c'est les années 80, il y a un moment donné, il y avait un certain Michel Leb qui faisait des sketchs, qui était un parfait imitateur de l'africain ou du chinois. Et aujourd'hui, il fait ça, mais il se fait défoncer. Enfin, il a même pas le droit de rentrer dans une salle, en fait, alors qu'à l'époque, il faisait salle pleine. Moi, je trouvais ça très très drôle, etc. Entre nous, je trouve toujours ça drôle, mais j'ai mon recul différent qui fait que des fois je me dis oh là là, c'est politiquement incorrect, alors qu'avant je rigolais naturellement, normalement, quoi, sans me poser ces questions-là. Ce parallèle, tout ça pour dire qu'effectivement, dans le temps, l'humour ça change, ma bienveillance ça va aussi changer. Il va y avoir les personnes qui sont autour de moi aussi, qui vont faire je vais utiliser ma bienveillance de manière différente. Je vais peut-être faire prêter plus d'attention aux gens qui me sont proches, aux gens que j'aime bien, qu'aux gens que je ne connais pas. Clairement, ça va forcément jouer de toute façon, faut pas se leurrer. Et puis il y a moi, il y a mes propres limites, il y a mes propres valeurs, il y a l'humeur dans laquelle je suis aujourd'hui. Il y a peut-être un jour où je vais m'arrêter devant un sans domicile fixe pour lui donner une pièce et 3 jours plus tard, je serai tellement préoccupée par mes problèmes que je vais passer devant et en fait, je n'aurais même pas calculé qu'il y avait quelqu'un à côté de moi, quoi. Alors, pour vous expliquer en quoi tout ça se joue, je voulais vous raconter une petite histoire. Donc, quand je prépare mes conférences maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, j'ai la chance d'avoir côtoyé dans ma précédente mission un coach en présentation qui s'appelle Renaud. Donc Renaud, c'est un copain maintenant, et il m'aide à préparer toutes mes confs. Donc on prépare la conf, on fait plusieurs sessions, on travaille par session de 30 minutes, et au bout de la 3e session de 30 minutes, Renaud me fait un débrief de la trame globale de ma conférence, et il me demande qu'est-ce que t'en penses, comment tu trouves ça. Je repère déjà des petits manques, etc. Je me prends des petites notes, et puis lui il donne toujours son avis. Et là il me fait ouais, c'est un début, mais en fait c'est un peu chiant ton truc. Ok, bien joué Renaud. On est sur une conf sur la bienveillance. C'est nickel. Alors, bon, moi ma réaction en fait ça a été d'exploser de rire. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contexte. Je suis en train de préparer une conf, je sais que je vais la donner plusieurs fois, qu'il y aura du monde en face de moi. En fait, je préfère que ce soit lui qui me le dise, que c'est chiant, plutôt que vous ennuyer quand j'arrive le jour J. C'est pas très fun, hein, même pour nous, hein, quand on donne une conf. Donc effectivement, il y a ce contexte, je sais qu'il est là pour me challenger, c'est ce que je lui demande. Il y a des personnes, en l'occurrence, Renaud et moi. Renaud, c'est une des plus belles découvertes professionnelles que j'ai faites depuis le début de ma carrière. Ce type, il est incroyable, il est d'une pertinence, il est capable, il vous prend n'importe quel sujet de conf, en moins d'1 heure vous avez parlé avec lui, il va vous résumer ce que vous allez dire, quoi. Mais n'importe quel sujet, ça peut être technique, pas technique, etc. Il est juste incroyable, il a une capacité de synthèse de psychopathe, je lui envoie plein de bisous, quoi. J'aime ce mec, mais d'une force incroyable. Donc, je le connais aussi un peu. Et Renaud,
l'ardeur, c'est pas son truc, quoi. Bon, eh ben, c'est chiant, je sais qu'il est hyper pertinent aussi derrière, qui va me faire bouger. Et puis il y a effectivement moi, c'est moi qui me mets en danger quelque part d'aller faire une présentation, donc j'ai pas envie de me planter complètement, donc je sais qu'il faut que je me remette en cause. D'où le fait que j'explose de rire et que après avoir beaucoup ri, je lui ai dit merci Renaud, tu viens de me donner une nouvelle histoire pour ma conf, en plus c'est génial. Il n'y avait pas pensé, il a dit ah ouais t'as raison, c'est trop bien comme idée. Alors ma définition très personnelle de la bienveillance qui n'engagera que moi. Pour moi, être bienveillante, c'est être attentive aux personnes qui m'entourent. Donc ça peut être du pro ou du perso, vous voyez, pour le coup. J'ai essayé de rester dans les deux. Sans avoir d'arrière-pensée, hein, je n'essaye pas de manipuler les gens. Sans m'imposer ou imposer mes désirs, mes besoins, parce que ça me fait penser souvent à la CNV avec les gens qui disent « Je comprends pas, il fait pas ce que je lui demande alors que je lui ai parlé en CNV. » Je crois que tu as besoin de relire le bouquin de Rosenberg. Et puis, en veillant aussi sur moi, mes limites et mes valeurs. Je vais pas faire n'importe quoi par souci de bienveillance et faire plaisir aux autres. J'ai aussi, moi, mes propres envies, mes propres limites, mes propres valeurs. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur cette définition? Je vois plein de têtes qui font oui. C'est cool, hein? En fait, en toute bienveillance, je m'en fiche. C'est ma définition, quoi. Non, en fait, c'est je me suis rendu compte d'un truc en bossant cette conférence, c'est que j'ai essayé, enfin, si je discutais avec vous, au-delà de vous aimez pas, si je discutais avec vous, vous feriez évoluer encore ma définition, parce que effectivement, les échanges qu'on va avoir vont m'enrichir et du coup vont faire bouger cette définition. Et l'agilité dans tout ça. Alors. Une petite histoire pour vous montrer un peu les limites, effectivement, de la bonne ou de la mauvaise bienveillance. Moi, j'ai bossé dans une équipe, en tant que product owner, donc. Et cette équipe, ça se passait globalement assez bien, sauf qu'on avait un problème. C'est qu'à chaque fois qu'on faisait des livraisons, il y avait toujours la personne qui, effectivement, bossait sur ces sujets-là ne parlait pas de bug, il parlait de reliquat. Il y avait toujours un reliquat. C'était bête, hein, c'était un picto qui n'avait pas été changé, c'était un texte où il restait un lorem ipsum ou une faute d'orthographe, etc. Et puis à chaque fois qu'on en parlait en fin de livraison, l'équipe baissait un peu la tête. Alors c'était extrêmement bonne ambiance, très bien. Pour le coup, ouais, il y avait une bonne bienveillance dans cette équipe-là. Sauf ce truc-là, quoi. C'est que personne n'osait dire à la personne que c'était toujours le même, en fait, hein, qui générait ces reliquats, qu'il appelait lui-même des reliquats, qu'il ne corrigeait pas, où il me demandait de créer des user stories pour aller corriger au sprint d'après. Ouais, et en fait, ça me dérangeait, quoi. Ça me dérangeait parce que je trouvais qu'on n'allait pas au bout du truc, et quand j'ai commencé à en parler discrètement aux autres membres de l'équipe, tout le monde me disait ouais, c'est pas terrible, mais bon, tu comprends, en gros, le résumé c'était on boit des bières ensemble, donc bon, on peut pas se dire les choses comme ça, quoi. Ok, super. Donc effectivement, moi j'ai vu... je vois vraiment des dangers de la mauvaise, entre guillemets, bienveillance. Hein. C'est ce côté, on peut perdre de la transparence. Et c'est quand même un des piliers de l'agilité. Hein. On va avoir des phases d'inspection et d'adaptation qui vont être biaisées, parce que de toute façon, si on n'ose pas dire les bonnes choses, on ne va pas bosser sur les bons sujets. Donc forcément, on va passer à côté de plein d'améliorations possibles. Les prises de décision collectives, elles seront faites sur des bases erronées, parce qu'encore une fois, il y a des sujets dont on ne va pas vouloir parler, qu'on ne va pas vouloir mettre en avant, donc effectivement, on va prendre des décisions qui ne seront pas les bonnes. Bon, le feedback, hein, potentiellement, il part aux oubliettes, hein, parce que bon, si en toute bienveillance, on ne peut plus faire de feedback, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Hein. Pour moi, le collectif, il devient en danger, parce qu'en fait, on essaye d'avoir un collectif qui fonctionne tous ensemble, etc. Donc si vous commencez à truander un peu ce côté-là en parlant de bienveillance quelque part, on peut avoir des grosses conséquences en fait sur le collectif. Et alors moi, l'agilité, si vous me demandez ma définition, la création de valeur, elle est extrêmement importante. Hein. Donc pour moi, on a cette zone qui passe complètement dans le rouge parce que tout le reste va aller impacter cette création de valeur. Ok. On voit bien que si on pratique une bienveillance un peu tordue, on peut impacter l'agilité. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait là-dessus? Alors,
Moi, l'agilité, c'est clairement ma came, donc j'ai tendance à bien réfléchir à ces sujets-là, essayer de trouver en fait des manières d'avancer. Et c'est pour ça que j'ai 3 points à vous proposer en particulier. Avant de commencer, je ne sais pas si le son va marcher, mais c'est pas très grave, vous allez reconnaître. Petite information. Mais à chaque fois, c'est pareil avec McCain. Ces frites-là, il faut que j'en parle. À chaque fois, tu peux me dire pourquoi. Gna, 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 gna. Et toi, tu ne dis rien, évidemment. Tu me laisses parler, mais pourquoi toujours moi, toujours parler, alors qu'il n'y a rien à redire, qu'on touche à la perfection avec les frites McCain. Dorées, croustillantes, qu'il faudrait inventer des mots définitifs et faire le silence. Alors pourquoi, oui, pourquoi? Oui, Henri, pourquoi? Plus on en parle, moins on en mange. McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Et bien sur la bienveillance, pour moi, c'est un peu la même chose, quoi. J'ai été à une conférence d'une personne à Rennes qui s'appelle Sylvie Lebaille, qui est coach professionnel, je ne sais plus exactement son intitulé de poste, sur un meet-up qu'elle a organisé, et elle nous a sorti cette phrase sur la bienveillance. Elle nous a dit, mais incarnez-la et taisez-vous, quoi. Je crois qu'elle a rajouté bordel, parce qu'elle est un peu comme moi, elle peut être agacée des fois. Mais je voulais pas le mettre là, ça me fait pas très... Puis j'ai un doute sur le fait qu'elle l'ait dit, donc je l'ai retenu comme ça en tout cas, moi, dans ma tête. Et il y a vraiment ce côté... En fait, pour moi, c'est la phrase parfaite limite que j'aurais dû dire à toutes les personnes qui me parlaient de... effectivement, c'est pas très bienveillant tout ça, parce que déjà la phrase, elle l'est pas de toute façon, donc ça pose déjà un problème. Et effectivement, il y a ce côté charité bien ordonnée commence par soi-même, hein. Si effectivement je suis pas en train de donner des leçons là-dessus, je suis pas en train de bassiner les gens sur la bienveillance, mais par contre que je vais moi-même être dans les actions tournées vers de la bienveillance, on sait comment ça se passe, hein. C'est un peu la fable du colibri qu'on utilise souvent dans l'agilité, c'est qu'on risque de faire des émules et d'amener des gens avec nous à faire un peu la même chose. Et puis ça a un deuxième bienfait, c'est que quand vous incarnez vraiment ce dont vous parlez, vous pouvez aussi en parler beaucoup plus facilement avec les gens avec vous. C'est un sujet, en fait vous allez avoir des histoires à raconter forcément, il y aura des trucs qui se seront bien passés, d'autres moins, mais en tout cas vous savez de quoi vous parlez et donc vous allez pouvoir commencer à avoir des discussions un peu sérieuses avec des gens là-dessus. Ça m'est arrivé moi dans les équipes que je coach en ce moment. Je suis arrivée un matin à Delhi, je me connecte, à distance, hein. Désolée, j'aime pas ça mais bon on est obligé. Je me connecte et la première phrase que j'entends, mais il y en avait un ou deux qui étaient déjà connectés, et la première phrase que j'entends c'est: aujourd'hui, de toute façon, j'ai sorti la machine à claques. Alors, j'ai encore explosé de rire, pour la simple et bonne raison que moi, ça faisait 1h30 que je bossais sur ma conférence sur la bienveillance. Et j'arrive là-dessus, j'arrive sur cette phrase, et j'explose de rire, et puis il commence à me connaître, je dis: ah, qu'est-ce qui te fait rire, Céline? Et je leur explique que je bosse sur une conf là-dessus. Et en fait, c'est vraiment ça, on a réussi dans cette équipe à en parler pendant 5 minutes, dans le daily. Mais en fait, ils ont gardé cette notion ancrée, et maintenant, alors ça fait 2-3 mois qu'on a eu cet échange-là. Et en fait, régulièrement, ils en reparlent un petit peu entre eux, quoi. Et en disant: ouais, fais gaffe quand même, là, c'est pas forcément très gentil ce que tu dis, quoi. Et c'est vraiment par opportunité, au final. J'ai pas imposé le sujet ni quoi que ce soit, parce que c'est des gens, en plus, ils sont globalement très bienveillants les uns avec les autres. C'est des devs, donc des fois, ils ont un vocabulaire un peu bourrin entre eux, mais... c'est comme quand Renaud me dit c'est chiant quoi, je sais que c'est Renaud et que c'est plutôt positif, bon bah voilà, là c'est un peu la même chose, c'est les habitudes de communication, j'ai envie de dire presque. Mais ça a vraiment eu de l'impact sur leur équipe en fait. Troisième point sur lequel on peut aller pour bosser en équipe, c'est effectivement le fait de peut-être accompagner pour tendre vers une compréhension commune. Alors j'ai commencé à très vite designer un petit atelier qu'on pourrait faire avec une équipe qui serait en 4 étapes. Moi, j'aime bien commencer par l'absurde, souvent, dans l'inverse de la situation. Moi, je commencerais bien avec les gens par identifier des situations qu'ils ont vécues ou dont ils ont entendu parler qui ne seraient pas bienveillantes. Déjà parce que, suivant les situations que les gens vont nous remonter, on va commencer à comprendre ce que c'est pour eux la bienveillance ou pas. Je l'ai fait en fait quand j'ai préparé ma conférence, j'ai demandé à quelques personnes ce qu'ils avaient vécu comme situation non bienveillante et on voyait bien qu'en fait c'était très lié, alors encore une fois c'est très lié à leur contexte de ce qu'ils vivent actuellement et j'avais des choses qui pouvaient même être très lourdes en fait. La deuxième option que je proposerais à l'équipe c'est ok, est-ce que vous pouvez me définir votre définition de la bienveillance en 3 mots-clés? Je ferai pas une phrase, je ferai des mots-clés en fait qui leur viennent assez spontanément pour essayer de finalement aller... trouver en fait quels sont les points communs de cette équipe-là
et pourquoi pas les limites communes qu'on essayerait de se poser, quoi. Et vous voyez, je les torture pas en demandant des trucs de dingo sur la bienveillance, mais je les amène tranquillement à avoir un minimum de réflexion sur ce sujet-là. Et on finirait concrètement par un petit questionnaire, et voilà, c'est comme les valeurs concrètement, comment vous faites la bienveillance au quotidien, quelles actions on peut mener pour être un peu plus bienveillant au sein de cette équipe, ou améliorer notre bienveillance, parce qu'on ne cherche pas forcément à être plus bienveillant ou moins bienveillant, hein. Encore une fois, c'est un concept un peu difficile à mesurer. Donc ça peut donner, si vous avez l'occasion, ça peut donner lieu à des échanges effectivement au sein d'une équipe. Si vous avez besoin de parler de ce sujet-là quand vous êtes Scrum Master, ça peut être une base de rétrospective, etc. En tout cas, servez-vous-en et adaptez-le suivant vos besoins. Alors, on a le fait d'incarner la bienveillance, on a le fait d'en parler, on a le fait d'accompagner les équipes pour aller peut-être vers un peu plus de bienveillance. À quoi vous pensez d'autres ? Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Je pose que des questions difficiles en même temps. Qu'est-ce que vous feriez pour essayer de parler de bienveillance au sein d'une équipe ? Essayer d'améliorer un contexte où la bienveillance n'est pas forcément, je ne vais pas dire présente, mais comprise au sein d'une équipe. Attends, il y a le micro qui arrive si tu veux bien. Peut-être essayer de pousser à la limite, mais ça va un petit peu au fait d'en parler, mais pousser à la limite de ce qu'est la bienveillance pour que tout le monde puisse mettre une définition dessus et du coup pouvoir continuer à pousser un petit peu l'amélioration continue en disant je te critique, mais c'est de la critique constructive, etc. Et qu'on puisse avoir un échange pour dire là, à partir de ce moment-là, tu me pousses dans mes retranchements et là, je ressens plus la bienveillance. Ouais. Et... Donc il y a la notion de rendre le concept explicite pour qu'on puisse en parler librement derrière. Quoi d'autre ? Hop, je vais ici et après j'aurai derrière. Merci. Peut-être mettre en place des actions bienveillantes justement Ouais. avec l'équipe. Ouais. Qu'il faudrait définir avec eux. Oui, Pour bien être sûr que ça touche leur propre bienveillance, quoi. Complètement. Madame derrière. Alors ça rejoint un peu ce que la dame vient de dire, et je pense aussi que la bienveillance, elle va dans tous les sens aussi. On pense souvent à la bienveillance du manager envers les collaborateurs, mais ça va aussi dans l'autre sens. D'où le fait de l'incarner, de le montrer, d'essayer de faire des émules à côté. Je suis en phase. Ce côté séparé manager et équipier, moi je suis pas pour. Je pense que ça, quand on fait des actions que dans un sens. J'avais 2 personnes à gauche. Vu que là il y a une logique d'apporter quelque chose, il faut qu'il y ait le retour et quelque part il y a déjà la réflexion sur l'explicitation ainsi de suite. Ouais. C'est peut-être juste faire la boucle et sinon est-ce que vous pourriez m'aider moi à être plus bienveillant vis-à-vis de vous? Ouais. Parce que bon, après voilà, la réflexion est faite. Ouais, on a posé une réflexion et pourquoi pas effectivement se mettre en perspective soi-même, ouais. Et il y avait le monsieur derrière, je crois. On pourrait interroger pour essayer d'expliciter le contexte aussi. Oui. C'est-à-dire de se mettre d'accord. Enfin, dans l'exemple que tu donnais avec Renaud, tu le dis, il peut être violent parce que je sais que c'est lui qui est comme ça. C'est son vocabulaire et puis c'est que c'est moi aussi en face. Je pense qu'au sein d'une équipe, si on est, enfin, c'est cette limite-là à évaluer ensemble, Ouais. en fait, de dire est-ce qu'on décide qu'on peut se parler cash ou pas, quoi. Et si Ouais. c'est pas le cas, je leur proposerai aussi, parce que je suis assez d'accord pour dire que la bienveillance tout le temps, voilà. Par contre, je trouve que c'est important et c'est intéressant de pouvoir dire aux autres, là maintenant, je sais que je suis pas très bienveillant. Ouais. Je Mais- le fais moi mais des j'ai fois, besoin- ça m'arrive. Mais j'ai besoin d'y aller. Ouais. Quoi. Je suis désolé. Moi, alors ça par contre, ouais, c'est le genre de choses que j'ai tendance à faire en disant ça va pas être sympa ce que je vais dire, mais bon, il faut que ça sorte, quoi. Et oui, j'aime bien. Et alors, en plus mais ce qui est intéressant, c'est que dans une équipe avec un contexte, ton équipe, elle va aussi évoluer dans le temps. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait presque de temps à autre aller réajuster en fonction du contexte. Parce qu'on sait bien que les équipes, au début, tout est beau, tout est rose. Après, il y a une petite crise qui peut apparaître. Et en crise, tu peux essayer de parler bienveillance, ça prendra moyennement.
Et par contre, tu peux quand même essayer de rétablir un socle de bienveillance minimale, quoi. Et puis après, tu sais que ça peut aller vachement plus simplement. Et c'est lié à la pérennité de l'équipe, comment elle va travailler ensemble, etc. Il y a plein de choses autour de ça. Alors, je vous remercie pour vos propositions, parce que moi, j'en avais pas une quatrième, en fait. Et je me sers de vous pour améliorer ma conf aussi. Et j'ai plein de bonnes idées ici. Alors, l'agilité dans tout ça. J'ai rebouclé, effectivement, je suis allée rebouquiner un certain nombre de documents, plus ou moins centraux, hein, de l'agilité, le manifeste agile, le guide Scrum, et puis jusqu'à Extreme Programming que j'ai été un peu relire. Et je me suis amusée à extraire des phrases de tous ces documents. Et en fait, moi, il y a un truc qui... Enfin, en tout cas, à moi, à titre personnel, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux et qui m'a entraîné vers cette conclusion où je me suis dit, l'agilité, elle est par essence bienveillante, quoi. Il y a plein de trucs où on essaye de faire attention aux autres. Justement, on va satisfaire le client, donc on va faire gaffe au client. On essaye de faire attention aux équipes en disant qu'on doit avoir un rythme soutenable. On parle du soutien mutuel. C'est dans Modern Agile où il parle de rendre les gens fantastiques, et je trouve qu'il y a vraiment cette notion. Moi, j'ai vraiment vu, en relisant ça avec le spectre de la bienveillance, je me suis dit, mais pourquoi en faire des tonnes et des tonnes, alors qu'en fait, si on arrive à rentrer dans les principes, dans la philosophie de l'agilité, au final, on a déjà cette bienveillance qui est ancrée. Là, encore une fois, c'est ma conclusion à moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord là-dessus. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a... j'ai eu cette illumination soudaine sur cette notion d'agilité qui, au final, était bienveillante. Alors, n'empêche qu'il faut rester un peu en mode vigilance sur l'agilité. Donc, la transparence va aider, effectivement. Les phases d'inspection et adaptation, pour moi, aident parce que, encore une fois, c'est pas facile pour une équipe de toujours être en train de s'auto-critiquer. Ces phases d'inspection et d'adaptation, elles peuvent être très très dures au début pour des gens qui sont pas du tout habitués à se dire où est-ce qu'on a foiré et comment on peut s'améliorer. Par contre, on sent aussi, alors moi je l'ai vécu dans l'équipe dans laquelle j'étais, on a passé plus d'1 an et demi ensemble, et ça rejoignait ce que disait Alexandre en introduction ce matin. Typiquement sur les rétrospectives, nous, on n'avait plus d'action d'amélioration, parce qu'on était en amélioration. Dès qu'on voyait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien, on le faisait de toute façon pendant le sprint. Par contre, on avait gardé ces rétros, parce que c'était nos petits moments à nous. On avait un Scrum Master qui était extrêmement doué pour aller nous proposer des exercices où on apprenait encore un peu plus à aller se connaître, encore un peu plus à comprendre comment fonctionnait l'autre, et c'est ça qui nous permettait vraiment au quotidien d'être d'une efficacité redoutable. Parce que clairement, on surprenait la boîte entière, hein. On était à 6 mois après capable de dire qu'on ne livrerait pas tout ce qu'on nous avait demandé dans les 6 mois, et quand on arrivait en fait, on l'anticipait tellement qu'on expliquait quelles étaient les décisions à prendre, et en fait ça passait toujours hyper simplement, quoi. Soit on descopait des choses, soit on repoussait les dates des grandes releases, etc. Mais il y avait une telle entente dans l'équipe qui faisait que tout se passait super bien. Pour moi, l'intelligence collective, elle va aider là-dessus. Encore une fois, ça fait aussi partie des bingos des mots-clés, hein. Malheureusement, l'intelligence collective, c'est pas mettre des gens dans une pièce et croire qu'ils vont sortir quelque chose, hein. Il y a vraiment des techniques, il y a des manières d'aller faire les choses, il y a des manières de sélectionner les sujets, d'aller sélectionner même les personnes qui vont venir pour vraiment en tirer le meilleur. Le respect, ça fait partie des notions autour de l'agilité aussi, c'est le respect du travail de chacun, le respect du feedback, on a le droit de pas être content aussi, on a le droit de faire un feedback qui est négatif, c'est censé faire progresser le produit derrière. Les feedbacks. Et la confiance, alors toujours pareil, hein, ça fait souvent partie des valeurs des entreprises qu'on a du mal à percevoir, mais quand ça fonctionne, ça fait des miracles en fait. Alors pour résumer, moi j'avais 3 idées à vous recentrer en fait. Pour moi c'est vraiment ça, cesser d'être gentil. Alors pour ceux qui connaissent, hein, c'est librement inspiré d'un bouquin d'un certain Thomas d'Anzembourg qui s'appelle « Cessez d'être gentil et soyez vrai », qui parle de CNV pour le coup. Et moi j'ai trouvé que ça allait bien avec la bienveillance aussi, donc ce côté cessez d'être gentil, soyez agile. J'ai mis un smiley qui rigole, j'ai arrêté le point d'exclamation, hein, je suis plus énervée. Deuxième point pour moi, c'est en parler ou pas. C'est un sujet délicat à aller aborder au sein d'une équipe, hein. Vous aurez forcément des gens, alors c'est pareil, hein, si vous faites des ateliers sur la bienveillance au sein d'une équipe, ça ne veut pas dire que par miracle tous vos équipiers vont devenir bienveillants. C'est comme l'agilité, il y en a, ils n'y arrivent pas, hein, ils ont leurs propres raisons, etc.
Donc c'est pas, je vous vends pas une recette miracle. Hein. Je suis pas magicienne. C'est souvent ce que je dis. Les coachs agiles, ils sont ni pompiers ni magiciens. On fait comme on peut avec les situations qu'on a vécues et on essaye d'apporter le meilleur pour les équipes. Le troisième point, c'est pourquoi pas me contacter pour en parler. Moi, j'ai fait un constat depuis plusieurs années, c'est que quand vous êtes interne dans une entreprise et que vous voulez toucher des sujets comme ça, c'est très compliqué. J'ai eu le cas, en fait, il y a 2 ans, j'avais une conférence sur la sécurité psychologique dont parlait Yads, parce que j'ai fait le lien avec le rapport Aristote de Google. Et j'ai une banque qui m'a demandé d'aller intervenir chez eux pour présenter ce sujet-là, s'ils avaient des problèmes avec un manager. Au début, je devais avoir 20 personnes dans la salle, j'en ai eu 50 et j'avais 3 salles virtuelles en même temps. Donc, j'étais une centaine de personnes à m'écouter. Et le truc qu'ils ont adoré, c'est que, effectivement, je parle de la sécurité psychologique, je donne plein d'exemples, etc. Forcément, les exemples, quand vous les donnez, ça fait sourire tout le monde parce que c'est des choses que vous avez vécues qui sont à l'inverse de la sécurité psychologique. Et à la fin, il y a un des managers, je le connaissais pas, moi je savais pas que c'était un manager, qui vient vers moi pour me poser des questions. Et il commence à me parler des situations, et là je me regarde, je lui dis, mais vous voyez bien que par rapport à ce qu'on vient de dire, vous êtes rendu compte, en fait, il y a 0 sécurité psychologique dans le scénario que vous m'indiquez. En fait, je me suis rendu compte qu'autour, tout le monde avait baissé la tête un peu, mais avait un smiley jusque-là. Donc ils avaient réussi à mettre une pièce sur le sujet, mais sans que ce soit eux qui le fassent, quoi. C'était moi qui étais venue en parler, et ça avait aidé à débloquer des choses, en tout cas. J'avais un collègue qui bossait là-bas, et qui m'avait dit qu'effectivement, ça avait aidé à débloquer des choses. Alors je ne vous conseillerais trop que d'être gentil. Oui, mais peut-être agile d'abord et vous verrez qu'au final ce sujet-là, il deviendra complètement transparent pour moi. Et j'ai enlevé le point d'exclamation. Je vous remercie